L'arawak, c'est l'esprit de nos ancêtres. Sa force naturelle est à peine perceptible mais puissante. Une force qui nous protège et nous guide. Comme quelqu'un qui nous dirige vers la réponse, elle nous donne des indices. Sans cette force, nous n'aurions jamais pu aller jusqu'au bout. Était-ce l'arawak qui a amené Berling Irichev, président de l'association des Kazakhstanais en France, vers le portrait d'une énigmatique inconnue au Salon des Antiquaires à Paris? Elle s'est avérée être sa compatriote et muse d'un grand couturier, Christian Dior. L'heure H de la mode a sonné pour Paris et voici la ligne nouvelle. Hiératique, toujours un peu mystérieuse, un mannequin doit employer. C'est à cause de cette présence que j'ai engagé Ala. Ala est le type du mannequin né. C'est qu'Ala, si son visage a tous les mystères de l'Orient, est cependant à moitié russe. Avant qu'il n'arrive, Paris propose cette silhouette à l'automne. Ainsi, Christian Dior décrit Ala dans ses mémoires. Alors, je crois que pour comprendre la trajectoire d'Ala, il faut avoir une perspective historique. Elle n'est pas seulement une femme très belle, un mannequin célèbre. Quand Christian Dior l'engage, il fait un choix très audacieux. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de la haute couture et de la mode, il y a une femme qui n'est pas occidentale. Sa beauté est eurasienne, puisqu'elle est à moitié russe, à moitié kazakh, elle fait très asiatique. Et c'est un choix qui n'a pas, Christian Dior a dû lutter. Parce que vous savez qu'à l'époque, il y avait quand même un phénomène de racisme très grand, il fallait plaire aux clientes, et cette femme si singulière, si originale, a ouvert un horizon vers les autres mannequins asiatiques qui ont suivi, et après les premiers mannequins noirs. Christian Dior avouait alors qu'il y avait une sorte de gageur à montrer des robes destinées à des occidentales sur une beauté aussi délibérément asiatique. Mais si pour Ala, sa carrière de mannequin n'était qu'un hasard, pour Christian Dior, ce fut un choix stratégique. Je suis sûr que M. Dior, c'était quelqu'un qui ne laissait rien au hasard. Donc toute sa stratégie de la maison, de ses mannequins, de son marketing, tout ça était ciblé, pensé, réfléchi. Et s'il avait engagé Ala, il savait très bien pourquoi elle était là. Elle avait un rôle à tenir, c'est-à-dire la représentation d'une autre culture que l'européenne. Dire voilà, toi tu es la rebelle, comme un mannequin comme Victoire à l'époque. Toi tu es la femme élégante du 16e, qui était Claire ou Odile. Il y a une autre, Lucky, qui était la séductrice un petit peu olé olé. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et il y avait donc Ala qui représentait le charme, le mystère, la magie de l'Orient. Ala a créé un nouveau standard de beauté. Il a été beaucoup imité dans l'univers conservateur de la mode européenne de l'époque. Ala a imposé un nouveau type de beauté, un nouveau type de physique. D'abord, elle avait des yeux bridés, qu'elle accentuait par son maquillage. Et à ce moment-là, toutes les femmes, on les voit dans les magazines, ont voulu acheter et faire le même maquillage. On voulait les mêmes pommettes, comme ça, les pommettes hautes, ce maquillage. Et ça, c'est un signe, si vous voulez, que les femmes
de l'époque, en France, en Angleterre, avaient compris qu'elles avaient affaire à une nouvelle beauté qu'on n'avait jamais vue. Ses yeux en amande ont fait l'affaire. Les femmes voulaient lui ressembler en soulignant leurs yeux. Ce maquillage était à la mode dans les années 50-60 grâce à Alla Ichoun. Quel mystère sa beauté exotique cache-t-elle? Dans les journaux, on trouve différentes versions sur les origines d'Alla. On la disait mandchoue, chinoise, russe. Très peu de gens, même parmi ses amis les plus proches, savaient qu'elle était née à Harbin, une ville du nord-est de la Chine. Selon son passeport, elle a conservé longtemps la citoyenneté chinoise, malgré ses origines kazakhes et russes. Et moi, je l'ai toujours considérée comme une Chinoise aussi. Et je n'ai jamais connu ses véritables origines. Elle n'en parlait pas. Monsieur Dior n'en parlait pas. Je ne sais même pas si Monsieur Dior était au courant de ses véritables origines. Je ne sais pas. On a découvert que mon grand-père maternel était Baé, au Kazakhstan, au Turkestan, puisqu'il est né à Virny, donc c'était le Turkestan à l'époque. Virny qui allait devenir plus tard Almaty. Il s'appelait Quan Khan, mais en Chine, son prénom se prononçait Quan Kala. La mère d'Alla Ichoun, Tamara Mikhailova, cantatrice soprano, y rencontra un ingénieur ferroviaire kazakh. Alla est née mi-kazakh, mi-russe, avec les yeux en amande, ce qui lui a offert une opportunité incroyable. Elle est devenue l'une des muses de Dior. La ville de Harbin fut fondée par les ingénieurs ferroviaires qui ont construit le chemin de fer de l'Est chinois. Elle reste aujourd'hui un centre important de la culture russe à l'étranger. Elle est souvent surnommée Paris de l'Est. À l'époque, au début du XXe siècle, elle réunissait les représentants du mouvement blanc de la guerre civile russe. Loin de l'influence soviétique, ils y créaient et protégeaient soigneusement un petit coin de la Russie impériale, patriarcale et religieuse d'avant la Révolution. Enclave russe sur le sol chinois, Harbin a connu tous les conflits et enjeux politiques de la région. C'est pourquoi Alla et sa mère ont dû partir en Europe. Une nouvelle vie a commencé pour elle à Paris. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alla était jeune, très maigre, car elle ne mangeait pratiquement rien durant les années de guerre. Elle travaillait comme serveuse dans la cantine du conservatoire Rachmaninov. Ce splendide conservatoire Rachmaninov, fondé en 1924, se trouve à Paris, avenue de New York. Il existe toujours, avec une petite cantine au sous-sol. À l'époque où Alla y travaillait, c'était un endroit assez terne, illuminé seulement par un grand portrait de Fyodor Chalapin, l'un des mécènes de cette cantine. Alla a peu travaillé comme serveuse. Elle a passé le casting de l'un des cabarets les plus célèbres de Paris, le Lido. C'est ce que prouve une photo dans le journal américain Chicago Tribune. Le même journal écrivait plus tard qu'Alla avait perfectionné ses compétences linguistiques en étant secrétaire à l'association chrétienne des jeunes femmes.
Alla n'envisageait pas de devenir mannequin. Elle a juste accompagné son amie pour l'encourager. Alla était présente pour la rassurer. Mais, heureusement pour Alla, Monsieur Dior a ignoré la blonde russe et a demandé à Alla d'essayer une robe. On l'a accompagnée dans la cabine, on lui a enlevé sa robe modeste, on l'a coiffée avec un chapeau sur le côté qui cachait une oreille, on lui a mis du rouge à lèvres, on a maquillé ses yeux pour accentuer leur forme, puis on l'a emmenée dans le salon. Comme me racontait Alla elle-même, un homme en blouse blanche l'accueillit. Elle l'a pris pour un ouvrier, car Christian Dior portait toujours au travail une blouse blanche par-dessus son costume. Et il a dit « Vous êtes engagé ». Et elle a accepté. Elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait. Une gloire mondiale l'attendait, parce qu'Alla était le premier mannequin aux traits eurasiatiques. J'ai ici l'une des couvertures du magazine suisse Femmes d'aujourd'hui, avec Alla en tenue Dior. Dior a tout fait pour elle. Du jour au lendemain, comme Cendrillon, Alla s'est transformée en princesse. La vie est faite de hasard. Il y a des êtres qui sont faits ainsi que vous arrivez au bon moment pour la bonne personne. Donc, il faut savoir attraper la chance. Et elle a su. Voilà. Alla a toujours attiré l'attention des journalistes et des amateurs de la mode. Par exemple, en 1950, les journaux londoniens l'ont qualifiée de mannequin le plus photographié de la saison. Il y a une saison déjà à la palette des couturiers. Mais elle était très représentative par son physique, par son côté slave, son côté d'Orient. Donc elle était très typée et naturellement les photographes cherchaient toujours quelqu'un qui était parfaitement typique pour une maison. Et Alla finalement était la représentante et l'ambassadrice de la maison Dior, ça c'est vrai. Donc oui, elle était très recherchée, beaucoup plus que beaucoup d'autres mannequins de la cabine. Alla, avec sa beauté exotique et sa ligne raffinée, a souvent présenté les robes les plus remarquables de chaque collection. Les tenues qu'elle présentait étaient souvent achetées par les célèbres admiratrices de la maison Dior, dont la princesse Margaret, Marlène Dietrich, Elizabeth Taylor. Alla était donc irremplaçable pour Dior avec sa silhouette de femme fleur. Épaules douces, taille fine, hanches arrondies, nouvelle longueur rendant tout le mystère de la jambe. Outre ses qualités physiques, Alla avait une posture qui lui était bien spécifique. D'abord, elle avait une façon quand elle était sur le podium ou quand elle était dans le salon, on avait l'impression qu'elle ne touchait pas terre. Elle glissait sur le parquet du salon de M. Dior et elle a une façon qui était spécifique à elle. Elle, en marchant, elle jetait le pied droit en avant et elle tournait sur la droite. Donc elle avait une façon de tourner qui était qu'à elle, que je n'ai plus jamais retrouvée. Dès qu'elle avait un vêtement sur elle, elle changeait totalement. Elle interprétait immédiatement son rôle que lui dictait le costume qu'elle portait. Ses mouvements, par exemple, dans une robe du soir, étaient totalement différents que les mouvements qu'elle avait quand elle présentait un tailleur ou une petite robe. Dans un jardin et poche de poitrine. Pickwick, robe d'après-midi, pied de poule à petit boutonnage et col orné d'un œillet grenat.
Other examples of the short evening dress are Manuel de Falla in black pleated muslin and Rose Devant. Elle est une altesse, c'est comme une princesse, elle est absolument extraordinaire, parce qu'elle a un port de tête, elle est très altière. Et on sent, si vous voulez, qu'elle a elle sait qu'elle a le pouvoir, en fait. Que Christian Dior lui a donné le pouvoir, et qu'elle va pouvoir vivre ce pouvoir aux yeux des gens. Et malgré les humiliations, parce que quand même il y a eu beaucoup d'humiliations et de reproches, ils ont triomphé tous les deux. Et ça, je trouve que c'est une très belle complicité entre Christian Dior et elle. En effet qu'elle était le visage asiatique du début de la maison et elle représentait en effet l'Asie au sein de la maison. Mais l'exposition L'Asie rêvée montre qu'Yves Saint-Laurent était très inspiré par l'Asie, parfois l'Asie rêvée, où il est allé puiser à la fois dans les livres qu'il avait dans sa propre collection, mais aussi la peinture, les arts décoratifs, les vêtements traditionnels de l'Inde, de la Chine, du Japon, mais aussi l'Asie centrale. Et c'est là où on peut faire le lien aussi avec Allah et le Kazakhstan, où Yves Saint-Laurent a été très inspiré par l'Asie des steppes, les fourrures, les bottes, ces looks très atypiques. Et pour ça, Allah a peut-être joué un rôle sur cette inspiration. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'Yves Saint-Laurent a été un des premiers à choisir des beautés atypiques, à la fois par des visages très différents, des couleurs de peau. Et lui a fait ce choix-là très tôt dans ses choix de mannequins. Et Allah en fait partie avec ce visage très particulier, très atypique, très énigmatique aussi. Et on le voit à travers certains croquis, même de l'époque Dior, où on a l'impression de reconnaître l'œil d'Allah dans les croquis. Et on voit qu'il choisit aussi certains modèles pour les faire porter à Allah. Donc on sait à quel point les mannequins ont inspiré aussi même la création d'Yves Saint-Laurent. Pour lui, c'était très important, les essayages sur le corps vivant, sur les mannequins qui l'inspiraient. Je pourrais vous ressortir, d'ailleurs, on a quelques citations très belles sur les mannequins et ce que représentaient les mannequins pour Saint-Laurent. Et le choix d'Allah, il est pas par hasard. Elle a une beauté très spéciale et c'est ça que recherchait Yves Saint-Laurent pour toutes ses beautés, que ce soit des beautés européennes ou exotiques ou... Il cherchait l'atypisme aussi et Allah représente ça très tôt finalement dans l'histoire de la maison. À l'époque, peu de gens voyageaient. Allah, elle est allée partout. Elle est allée au Japon, elle est allée en Angleterre, à la cour d'Angleterre. Elle allait partout avec la maison Dior. Donc, elle parlait toutes les langues, elle était polyglotte. C'était vraiment ce que l'on dirait aujourd'hui une citoyenne du monde. Il y avait non seulement Dior, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que Allah était demandé par d'autres maisons de couture à l'étranger. Il y avait deux maisons en Italie, très célèbres, qui s'appelaient Schubert et Bicchi. Et Schubert et Bicchi, c'était des maisons de couture bien avant Valentino, qui étaient célèbres pour les mises en scène. Par exemple, il y avait des défilés à Venise, au bord du Grand Canal, dans des palais. Et Allah était toujours la star de ces défilés. Avec sa beauté exotique et son charme parisien, Allah est devenue l'une des principales ambassadrices de la maison Dior à l'étranger. Faisant partie des délégations de la maison Dior, elle a visité plusieurs fois les États-Unis, l'Amérique latine, l'Écosse, la Suisse, la Finlande, le Portugal, le Japon et l'Afrique du Nord. Depuis le début de sa carrière, la presse étrangère admirait Allah en la surnommant le mannequin favori de Christian Dior et sa perle d'Orient. Rien que sa présence hypnotisait le public et assurait aux collections un succès exceptionnel. Et je crois que la force d'Allah vient aussi de ça. Ce que l'on peut dire d'Allah aussi, c'est que c'est un personnage qui était très romanesque. Elle avait une histoire personnelle. Il y avait des rumeurs. On disait qu'elle était danseuse au Lido, qu'elle avait été traductrice. On disait que sa mère était chanteuse d'opéra. On disait qu'elle avait été résistante. Elle
Elle était très mystérieuse parce qu'elle ne parlait pas beaucoup et elle entretenait cette légende. Donc dans les salons de haute couture chez Dior, quand elle apparaissait non seulement comme cette beauté très à part, mais aussi comme une légende. Il y avait des rumeurs romantiques autour d'elle. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, pour la première fois, c'est l'après-guerre, 1945, 46, 47, le métier de mannequin fait rêver. Avant, dans les années 20 et 30, c'était un métier qui avait mauvaise réputation. Pour la première fois, des jeunes femmes ont envie, si vous voulez, elles commencent à travailler. Elles veulent travailler, elles ne veulent plus dépendre des hommes. Donc quelqu'un comme Allah, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, qui est indépendante, qui a une carrière. Et donc ça aussi, c'est très important pour comprendre, si vous voulez, la fascination qu'elle exerce. Les tabloïds suivaient de près la vie privée d'Alla. Même sa coiffure faisait l'objet d'articles, sans parler de ses histoires d'amour. Ainsi, en 1949, il y avait des rumeurs aux États-Unis qu'elle s'était fiancée à l'attaché de presse des ballets russes de Monte-Carlo, Michael Mindlin, et qu'ils envisageaient de déménager à New York. Mais pour des raisons inconnues, le mariage n'a jamais eu lieu. Mais son grand amour était Robert Capa. Alors Robert Capa, c'est très important, il faut remettre aussi en perspective. C'est quelqu'un qui a été un très grand photographe et un grand reporter de guerre, un grand correspondant de guerre. Pendant la guerre d'Espagne, il a fait des photos absolument légendaires. Et 1 an avant de rencontrer Allah, il a créé l'agence Magnum, en 1947, avec Henri Cartier-Bresson, son ami Henri Cartier-Bresson. Et il rencontre Allah en 1948, parce qu'il est à Paris pour faire un documentaire sur la haute couture. Parce qu'il faut dire que Capa, ses 2 meilleurs amis, c'était Hemingway et Steinbeck. Et donc, à ce moment-là, il rencontre Allah, et ils vont tomber complètement amoureux. Alors, ils sont tous les deux très beaux, très charismatiques. Lui est ce grand photographe, elle est ce grand mannequin, et c'est une histoire d'amour assez violente. Et Capa est mort en 1954 en Indochine, pendant la guerre du Vietnam. Et donc, entre 1948 et 1954, il a cette relation avec Allah qui est très intéressante, puisqu'il la présente à Henri Cartier-Bresson, à Steinbeck, à Hemingway. Donc, elle rencontre des grands écrivains, des grands photographes. Elle-même, elle travaille avec Christian Dior, avec Yves Saint Laurent. Elle pose pour des grands photographes. Quand on voit les photos, c'est-à-dire de Richard Avedon, Louise Dahl-Wolfe, Willie Maywald, elle pose aussi pour les illustrateurs. C'est-à-dire les gens qui dessinent. Il y avait des très grands illustrateurs à l'époque, c'est-à-dire comme René Gruau ou Christian Bérard. Donc la vie d'Allah est très intéressante pendant toute cette époque, si vous voulez. Certains croient qu'elle n'a jamais pu l'oublier. Plus tard, elle a rencontré un photographe polonais d'origine noble, Mike de Dulmen. Ils se sont mariés en 1953 et Alla a reçu le titre de comtesse. Mais le trésor le plus précieux que cette union lui a offert était son fils unique, Marc. Après la naissance de son fils, Alla n'a pas arrêté sa carrière. Alla n'a manqué qu'une seule saison. Et 5 mois seulement après la naissance de Marc, elle posait déjà avec lui pour une marque de vêtements. Ce fut l'objet d'un article dans Le Monde intitulé « Le plus jeune coverboy parisien ». Le mariage d'Alla et du comte de Dulmen n'a pas duré longtemps, mais ils sont restés amis après le divorce. Elle faisait preuve d'un humour qui était très, très vif et très... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, au Brésil, en 1951, elle fait un voyage avec la maison Dior, et un milliardaire brésilien tombe amoureux d'elle. Et donc, il veut lui offrir tout ce qu'elle veut, il l'amène chez un très grand bijoutier, il lui dit de prendre ce qu'elle veut, pensant qu'elle va acheter des diamants. Et Allah choisit une toute petite médaille avec un saint dessus. Donc c'est pour vous dire, alors évidemment, c'est pour l'humilier, c'était une manière de le tourner en ridicule. Voilà, donc voilà tout ça. Allah, c'est tout ça. C'est tout ce charisme, ces histoires, cette légende. Elle était tout à fait naturelle, gentille, adorable, drôle. Elle n'était pas du tout comme ça sur le podium. Elle était beaucoup plus gaie, rigolote, amusante et disponible pour les autres.
Elle était disponible et pour ses collègues de mannequins, que tout le monde l'aimait beaucoup. Elle était disponible pour moi parce qu'elle a dit tout de suite je vais te donner des conseils parce que tu arrives là, tu es le plus jeune au studio, donc je vais t'aider. Et puis également, quand j'ai ouvert ma propre maison de haute couture en 63, elle est venue défiler. J'avais plus un rond gratuitement pour moi pour le défilé de presse. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont suivi Saint-Laurent dans la création de sa propre maison de haute couture, puisqu'il est licencié de chez Dior et il décide de créer sa propre maison avec Monsieur Berger dès 61. Et le premier défilé est en 62. Et Alla est présente dès le début. Alla défila jusqu'à la fin des années 60. Pendant quelque temps, elle travaillait en même temps chez Dior sous la direction de Marc Bohan et chez Yves Saint Laurent. 1 ou 2 fois par an, elle acceptait les invitations des maisons de couture italiennes. Mais vers la fin des années 60, ses apparitions en tant que mannequin pour les défilés sont devenues de plus en plus rares. Désormais, elle en était souvent l'invitée d'honneur. Quand elle participa à son dernier défilé avenue Montaigne, le public se leva pour lui offrir une véritable ovation. Quitter le podium était une étape douloureuse pour Alla. Mais elle comprenait que c'était une étape naturelle et qu'il était temps de terminer sa carrière brillante. Avec le temps, Alla a su se retrouver et accepter la réalité d'un quotidien ordinaire après les podiums. Alla est décédée le 6 mars 1989, chez elle, dans le 13e arrondissement de Paris. Selon son fils, elle venait à peine de rentrer de vacances au ski en Italie. Après toutes les épreuves de sa vie, ses hauts et ses bas, son cœur a lâché. Alla avait 62 ans. Par coïncidence étrange et mystique, l'enterrement d'Alla a eu lieu le 8 mars, Journée internationale des femmes. Pendant la réalisation de ce film, nous avons rencontré des coïncidences mystiques à plusieurs reprises. On a retrouvé Marc Dedulmen sur les réseaux sociaux et nous l'avons contacté immédiatement pour savoir s'il était bien le fils d'Allah. Il nous a répondu 2 mois plus tard. C'était le lendemain du jour de la découverte de la tombe d'Allah dans les banlieues parisiennes où nous avions déposé des fleurs. Quand nous avons rencontré Marc, il avait 62 ans. C'est à cet âge qu'Allah a quitté ce monde. Au début de notre relation amicale, nous avons invité Marc à dîner. On a choisi un restaurant situé dans le 17e arrondissement, rue de Tocqueville. Marc était très surpris quand il arrivait à ce dîner. Il nous a demandé « Qui vous a conseillé ce restaurant ?» Les parents de Marc vivaient dans l'immeuble juste en face de ce restaurant durant les premières années de leur mariage. Quand le comte de Dulmen était très épris d'Allah. Paris compte plus de 18 000 restaurants. Par quelle force avons-nous été conduits à choisir celui-ci? Marc est né à la clinique du 16e arrondissement de Paris, rue de Bellefeuille. 10 ans plus tard, l'immeuble où je réside aujourd'hui a été construit à cet endroit précis. Paris compte plus de 5 000 rues et plus de 100 000 immeubles. Quelle force m'a fait choisir cette maison où est accroché aujourd'hui le portrait d'Allah, découvert au Salon des Antiquaires au Parc Monceau.
Il est très probable que ma visite au parc Monceau l'année dernière n'était pas due au hasard. Est-ce que ce sont des coïncidences mystiques ou la force de l'esprit d'Allah? Les histoires de modèles tombent souvent dans l'oubli. Il s'agit de la renaissance de l'héritage immatériel et cela touche le cœur des gens. Je suis quelqu'un de très reconnaissant dans la vie. Et Allah m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a beaucoup aidé, consciemment ou inconsciemment. Donc je trouve qu'on n'a pas rendu suffisamment hommage à cette femme assez extraordinaire. Donc elle a fait un passage comme ça et après elle est tombée dans l'oubli comme beaucoup de gens qui ont connu la lumière. Donc je trouve ça fabuleux de votre part de trouver un moyen de la faire ressusciter et de fouiller un tout petit peu dans son passage et de savoir comment cette fille s'est construite, comment elle est venue à Paris, d'où elle vient, d'où elle est partie. Je trouve ça extraordinaire, donc ça m'a réellement fasciné. Telle une étoile filante, Allah a traversé l'univers parisien de la mode. À l'instar de sa beauté, le destin d'Allah fut dramatique, unique et captivant.